parler d'un sujet qui nous concerne tous, traiter ce soir, la sécurité hydrique. Un enjeu stratégique qui sera réfléchi, c'est aussi un enjeu sanitaire, social et culturel pour les sociétés humaines. Le problème de l'eau se pose de plus en plus avec l'acuité au niveau mondial, particulièrement dans le sud de la Méditerranée, par conséquent, nos plages. Nous avons fortement ressenti cette perturbation chez nous durant cet été, on souffre encore d'ailleurs aujourd'hui, même si on a annoncé un meilleur accès à l'eau à partir de ce un programme d'urgence a été initié par le ministère des Ressources et de la Sécurité hydrique pour atténuer l'impact du manque de pluviométrie sur le programme de distribution. Certains experts appellent à la réorganisation du secteur de l'eau pour un développement rationnel et durable. Parmi nos solutions, le recours aux ressources non conventionnelles, le dessalement d'eau de mer, l'épuration des eaux usées, la déminéralisation des eaux du sud du pays et la lutte contre le gaspillage. On va parler de tout cela avec nos invités ce soir. Nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Monsieur Ahmed Ketteb. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes consultant, expert international. Votre CV est long, conférencier international en eau, stratégie, hydropolitique et hydrodiplomatie et professeur directeur des recherches des universités. Vous aurez donc tout le temps aujourd'hui de nous parler de cette problématique qui nous touche de près, qui est le stress hydrique. Monsieur Mohamed Taïbi, bonsoir. Vous êtes directeur ingénierie et développement des projets, Algerian Energy Company. Vous êtes une filiale du groupe Sonatrach qui est donc dépendant du ministère de l'Énergie. Monsieur Brahim Mohouch, bonsoir. Bonsoir. Merci vous êtes professeur à l'École nationale supérieure d'agronomie. Merci à vous trois d'avoir accepté notre invitation. Alors tout d'abord, on va entamer le débat par l'analyse de la situation globale de la ressource en eau en Algérie. Monsieur Ketteb, à vous l'honneur. Merci. Nous savons que nous sommes un pays en stress hydrique, un pays semi-aride, voire aride. Nous savons que nous allons être confrontés à des problèmes d'eau, même à l'avenir. Aujourd'hui, quelle est notre situation? Est-ce qu'elle est grave ou est-ce qu'on peut aujourd'hui remédier à tout cela? Je dirais qu'effectivement, l'Algérie est un pays méditerranéen, un pays de la région MENA, mais un pays semi-aride, un pays aride, et je dirais même parfois au sud saharien. Et de ce fait, les quantités d'eau de pluie qui tombent en Algérie, les précipitations sont de plus en plus insuffisantes. Si en 1962, nous avions 1500 mètres cubes par habitant et par an, actuellement en 2021, nous avons juste 400 mètres cubes par habitant et par an. En dessous de la limite alors que l'ONU, l'Organisation mondiale de l'eau, stipule qu'il faut à peu près 1000 mètres cubes par habitant et par an. Ce qui veut dire qu'on est en stress hydrique. Et pour cela, il faut qu'on ait une vraie stratégie, une vraie politique, une vraie vision pour utiliser toutes les ressources en eau. On ne peut pas baser que sur les barrages. Oui. On l'a vu aujourd'hui, hein, à quoi ça on s'est basé tout le temps sur les barrages. On dit actuellement qu'il y a 80 barrages. Mais les chiffres que j'ai, c'est 80 barrages sont remplis à de l'ordre de 32%. Et même les 32%, si on voit par région, c'est surtout à l'est où il y a 60% de remplissage des barrages. La région qui représente à peu près 60%. Vous corrigez le chiffre si je me trompe, de la consommation en eau potable. C'est à partir de ces barrages que nous avons la majorité. C'est à partir de ces barrages qu'on aurait dû avoir la majorité de cette eau-là. Mais malheureusement, la région d'Oranie est juste, les barrages sont remplis à 20%. La région de Chlef, les barrages sont remplis à 15%. La région du centre, l'Algérois, c'est à peine 8%. Mais par contre, l'Est est rempli à 60%. Oui. Cela veut dire que quand on voit cette quantité d'eau, il est déjà possible de réfléchir à des transferts de barrage à barrage. Oui. Et cela peut résoudre le problème. Mais on ne s'est basé que sur les barrages. Mais il n'y a pas que les barrages. Il y a aussi les eaux usées, dans lesquelles, parce que toutes les eaux qu'on consomme sont rejetées. On rejette 80% des eaux consommées. Ces eaux usées sont de l'ordre peuvent être réutilisées, notamment dans l'agriculture. Sont de l'ordre de 1,5 milliard. Non, ces eaux usées, quand elles sont traitées, un traitement primaire, secondaire, on peut utiliser pour l'agriculture, pour l'irrigation, mais on peut utiliser aussi pour l'industrie, pour le refroidissement. On peut utiliser aussi pour les loisirs. Il y a toute une série d'utilisations. Et on peut arriver jusqu'à l'eau potable. Vous savez que Singapour, c'est les eaux usées qui sont traitées jusqu'à qu'ils soient reconsommées. Alors Singapour est quand même très en avance dans ce domaine. Ils ont fait des hydro-hubs. Même en Afrique, la Namibie traite leurs eaux usées. Cela veut dire que les eaux usées, on doit les traiter
et les réutiliser. Et si par hasard on pouvait traiter toute cette quantité d'eau usée pour la réutiliser, ce sera les eaux des barrages qui seront à ce moment-là, serviront à l'agriculture et serviront à autre chose. Et donc il y a toute une stratégie. Et on protégera nos nappes aussi. Et ensuite, bien entendu, on irait vers le dessalement. Oui. Là aussi, vers le dessalement, on irait. Effectivement, certaines régions du nord de l'Algérie nécessitent qu'il y ait un complément de dessalement. Je laisserai mon collègue M. Taïbi après développer plus cette situation. Mais quand j'ai pris ça, les eaux de barrage, les eaux usées, les eaux de dessalement, il y a aussi les eaux souterraines. Et là aussi, les eaux souterraines au niveau du nord, où on a une quantité de l'ordre de 2,5 milliards, mais nous avons aussi au sud beaucoup d'eau. Il y a beaucoup de polémiques sur l'utilisation des eaux souterraines aujourd'hui. On en reviendra un peu plus loin dans le débat, mais on va rester d'abord sur la situation aujourd'hui que connaît l'Algérie dans le domaine hydrique. Aujourd'hui, l'agriculture, on le dit, consomme près de 60 à 70%, vous disiez même plus, de nos ressources en eau. Il est donc indispensable d'avoir une politique, une vision, comme vient de le dire M. Keteb, pour justement rationaliser tout ça. Exactement. L'aspect eau, le H2O, chacun, comme on dit, chacun voit midi devant sa porte. L'eau potable, l'eau industrielle et même toutes les eaux représentent environ 2,5% de la mobilisation totale d'un pays. Je vous donne un exemple qui est concret et qui est vécu. Le water footprint algérien est de 1580 mètres cubes par personne et par an. Nous mobilisons un peu moins de 300 mètres cubes. On a 11,6 milliards mobilisables, utilisables annuellement. Nous avons donc moins de 300 mètres cubes, ce qui représente 4% de la moyenne mondiale qui est de 6 000 mètres cubes par personne et par an. Donc, comme on dit, l'heure est grave. C'est pas pour affoler les gens que je dis ça. Mais lorsque les gens voient l'eau... Et puis il y a une mauvaise répartition géographique également. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à ces 300 mètres. Je vais arriver à ça. En Algérie, la répartition exactement, comme vous venez de le dire, la pluviométrie en Algérie varie de 1600 mm à Kolo, en altitude, à 18 mm à Adrar. Donc, toute région confondue, l'Algérie ne dispose que de 89 mm. C'est extrêmement bas comme chiffre. Et je rappelle que c'est plutôt le secteur de l'agriculture qui risque de souffrir. Je vous donne un exemple très simple. Si un individu boit 2 litres par jour, il va boire moins d'un mètre cube par an. C'est 750. Alors que le kilogramme de blé, un seul kilogramme, il consomme 3000 litres. Donc il faut qu'on fasse très attention lorsqu'on traite le problème de l'eau. Il faut avant tout penser au secteur de l'agriculture, parce que le reste, ce n'est pas un problème. Surtout que nous avons cette politique de développer le secteur agricole. Exactement. Parce qu'un pays qui n'arrive pas à faire manger sa population, eh ben, ce n'est pas un pays qui est stable. Pour qu'il soit stable, il faut qu'au moins il couvre un pourcentage assez important de la demande de la population. Ah oui, c'est un enjeu mondial aujourd'hui, l'eau. Parmi nos solutions aujourd'hui, ces ressources non conventionnelles, puisqu'on l'a vu, les ressources conventionnelles ont fini par se tarir comme les barrages qui étaient à sec. Est-ce qu'on pouvait le prévoir? Est-ce qu'on pouvait réagir avant? On va poser cette question. Mais aujourd'hui, le dessalement d'eau de mer paraît être la solution idoine pour justement parer à ce stress hydrique, à ce manque d'eau chez nous. Oui, à la date actuelle, madame, c'est la solution la plus idéale et la plus idoine pour, si vous voulez, faire face à ce stress qu'on vit. En tout cas pour les régions nord du pays, les régions côtières. J'irai pas sur la même vision parce qu'aujourd'hui, on est en train de produire, de réaliser de façon à s'introduire jusqu'à 150 km à l'intérieur du pays. Et je pense que jusqu'à 150 km, on va dégager pas mal de ressources qui vont être, si vous voulez, dirigées vers d'autres secteurs, vers d'autres populations, vers d'autres... Parce qu'aujourd'hui, je vous fais part un peu de ce que nous sommes en train de réaliser. Il y a, c'est vrai, le programme d'urgence dont tout le monde a entendu parler, c'est les 3 stations qui vont produire 150 000 et qui vont alimenter un peu l'Algérois. Mais il y a aussi le programme des 5 autres stations de 300 000 mètres cubes chacune, qui vont être réparties un peu partout sur le littoral, en commençant par Tarf jusqu'à... 5 wilayas ont été choisis. Oui.
Tarf, Bjaïa, Boumerdas, ici à Fouca et Cap Blanc à Oran. Donc c'est des projets qui, si vous voulez, qui vont un peu alléger ce stress de façon très considérable. On va voir jusqu'à quand cela pourra alléger ce stress hydrique, parce que la population aussi va en augmentant, la consommation aussi augmente avec. Je tiens à dire que nous avons quand même invité le ministère des Ressources en eau pour venir débattre de ce thème sur ce plateau. La chaise est vide ce soir, ils ne sont pas parmi nous malheureusement. Alors Monsieur Keteb, je vous le disais juste avant, ça fait 3 ans que nous souffrons de ce manque de pluviométrie. Nous aurions pu prévoir cela avant, réagir à temps. C'était un manque de vision. Vous savez que quand on construit les barrages sont construits de façon pluriannuelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que dans les barrages, un barrage est fait pour servir 4 ou 5 ans. Et ça veut dire que quand un barrage se remplit, on doit faire une planification de la distribution. On doit le faire. Les barrages, quand je regarde les chiffres, en général, en 2018, il y avait à peu près l'ordre de 5 milliards. En 2019, 5 milliards aussi. Même en 2020, il y avait de l'ordre de 5 milliards. Sauf que en 2020, vers le mois de septembre passé, nous avions su pratiquement qu'il n'allait pas promouvoir et il fallait commencer à économiser l'eau des barrages. L'eau des barrages est comme ça. Et si on avait économisé à partir de septembre passé, au lieu de donner 1 200 000, 1 300 000 mètres cubes, je prends l'exemple d'Alger, on aurait donné 1 million, on aurait eu toute l'année 2021 à 1 million de mètres cubes par jour. Cela veut dire que quand on fait la planification des ressources qu'on a et, je prends un exemple, on peut supposer à aujourd'hui que durant tout 2021 et durant tout 2022, il n'y a pas de précipitation. Et il faut que les gestionnaires disent s'il y a 0 précipitation, que devons-nous faire? Oui. Et le plan d'urgence que M. Taïbi a cité, c'est un plan d'urgence très rapide. C'est vrai que les 360 dont tu as parlé vont en bon train. Et je sais qu'ils ont été confiés à GCB, qui est une filiale de Sonatrach d'énergie, qui est en train de penser pour faire les stations de dessalement en 1 an. En réalité, les stations de dessalement, celles de 300 000 mètres cubes par an, et les 5, une station de dessalement se fait en 4 ans, 48 mois. Ça veut dire que les 5 stations de dessalement prévues, c'est en 2025 et 2030. Oui. Et le plan d'urgence doit remédier si, d'ici décembre, on ne va pas faire. C'est vrai qu'on a fait les forages et il y a de l'ordre de 300 000 mètres cubes par jour au niveau des forages qui sont actuellement faits. Mais quand je dis les forages, vous savez que quand on fait le forage, ça veut dire qu'on pompe de l'eau. Oui. Mais nous avons l'eau de mer et si par hasard on ne fait pas attention à ce qu'on pompe comme forage et à l'eau de mer, nous pouvons avoir ce qu'on appelle une infiltration d'eau de mer vers la nappe. Il faut maîtriser la technique aujourd'hui. Et si cela se passait, nous allons avoir une eau souterraine au niveau de la Mitida salée. C'est le biseau salé. C'est le biseau salé, donc on peut avoir. Et là aussi, il faut faire très attention. Pomper, c'est bien. Ajouter de l'eau, c'est bien. Mais voir jusqu'à quel degré. Alors pomper, on le dit, aujourd'hui c'est une situation d'urgence. Donc on est passé à cette solution de forage. Est-ce que ce n'est pas sans danger? Jusqu'à quand pouvons-nous encore le faire? Oui, alors, vous avez mis le doigt là où il faut. Parce que ces derniers temps, depuis 6 mois, pratiquement, il suffit de demander pour qu'on vous donne l'autorisation de forer. Avant, c'était sacré, c'est très difficile de pouvoir. Le problème qui va se poser, c'est que cette année 2021, le secteur de l'agriculture n'a reçu pratiquement... Il n'a pas reçu de dotation pour l'irrigation. Et comme on a des arbres qui sont probablement centenaires, certaines espèces, ben, si on continue comme ça, une deuxième année sans les irriguer, ça serait la catastrophe. On peut tout perdre comme culture pérenne. Je ne parle pas des annuels parce qu'on peut les refaire chaque année. Et le fait de donner l'autorisation de forer comme ça, disons, sans études préalables, probablement, l'agriculteur qui avait de l'eau auparavant, s'il y a beaucoup de forages qui sont à proximité, il y a l'effet d'influence entre les forages. Et au bout d'un certain temps, c'est tout le monde qui n'aura pas d'eau. Mais actuellement, on a un certain nombre d'agriculteurs qui ont de l'eau pour pouvoir irriguer. Mais si on continue à forer, à torer à travers, eh ben, on risque de tomber dans le grand danger, c'est de rabattre la nappe et d'avoir pratiquement la majorité des agriculteurs qui n'auront pas d'eau. Et en plus de cela, on est à proximité de la mer, sur la côte, oui, et ben, il y a risque du biseau salin. Et du Hamid, c'est 8 km
de bisosalin. Ça rentre. Pourquoi? Parce qu'on pompe beaucoup plus que ce qu'on peut récupérer annuellement. Oui. Je reviens à un problème très important de gestion des ressources hydriques, si vous le permettez. C'est que jusque-là, je l'ai toujours dit, en Algérie, on ne gère pas l'eau. Il faut qu'on arrive à se mettre dans la tête qu'on doit gérer les problèmes du manque d'eau. Il faut gérer le problème du manque d'eau. Comment gérer le problème du manque d'eau? On a environ 5 milliards qui sont mobilisés annuellement. Il ne faut pas attendre jusqu'à ce qu'il y ait le zéro d'étiage pour réagir. Maintenant, vous allez voir que l'année prochaine, on va réguler les distributions de l'eau, même en hiver. Et c'est ce qu'il faut. Au lieu d'être étranglé, au lieu de laisser 24 sur 24 pendant l'hiver, au moins diminuer quelques heures pour les gagner sur l'été. On a attendu jusqu'à ce que les barrages soient à zéro. On disait un manque de visibilité. Il faut réagir plus tôt. Il faut calculer. Planifier. Si on a une réserve, il faut la calculer pour les 12 mois, pas seulement pour quelques mois. Et ça nous manque. C'est pour ça que je dis toujours, nous, on doit gérer les pénuries d'eau. On ne gère pas l'eau, on n'a pas d'eau. Il y a des pays qui ont beaucoup d'eau, qui gèrent l'eau. Nous, on ne gère pas. Il faut pouvoir vraiment être spécialiste. On gère la crise. On gère la crise. Exactement. Il n'y a pas de vision à long terme, de stabilité à ce niveau-là. On parle aujourd'hui de techniques et de risques aujourd'hui qu'il y ait ce mélange entre le mer et le forage. Est-ce que nous maîtrisons toutes les techniques aujourd'hui pour construire ces stations de dessalement d'eau de mer? Bien sûr, madame. Écoutez, sur le plan technique, si vous voulez, on peut débattre. Et on peut dire qu'on a une certaine maîtrise qui nous permet de faire face. Et la maîtrise technologique, si vous voulez, elle est une maîtrise algérienne, une technologie, c'est-à-dire qu'on n'a pas aujourd'hui appelé à faire des partenariats avec des entreprises étrangères. Nous maîtrisons cette technique. L'Algérie, elle a réalisé déjà en station de dessalement d'eau de mer. Les Algériens sont en train d'exploiter en station de dessalement d'eau de mer. Des sociétés algériennes sont en train, au moment où on est en train de parler, de réaliser des usines de dessalement d'eau de mer. Si ça dénote quelque chose, ça dénote qu'on maîtrise ce qu'on fait. Maintenant, quand on parle de stratégie hydrique, il est vrai que le dessalement d'eau de mer, c'est une solution d'appoint. Il est vrai que l'état actuel des choses a voulu qu'on a utilisé le dessalement d'eau de mer pour faire face à une crise. Mais la logique de la chose voudrait que le dessalement d'eau de mer soit une solution d'appoint. Et la vraie solution, la vraie qui est moins coûteuse et qui doit être disponible, c'est la solution, c'est les eaux superficielles, si vous voulez. C'est la pluviométrie qui doit alimenter cette... Maintenant... Il n'y a pas de pluviométrie. Oui. Maintenant, on a débordé sur le dessalement. C'est une solution. Il est vrai que c'est une solution pérenne, c'est une solution qui permet d'avoir une eau potable en H24 à la sortie des usines, mais c'est une eau coûteuse. C'est une eau qui, si on avait la capacité de choisir entre l'eau, si vous voulez, de dessalement d'eau de mer et l'eau, si vous voulez, qu'on choisirait. Elle est coûteuse dans quel sens? Est-ce qu'elle consomme beaucoup d'énergie? Dans le sens où c'est une eau il doit y avoir un investissement préalable pour avoir cette eau. Il doit y avoir, si vous voulez, un cash flow pour être capable de faire fonctionner ces usines. Donc c'est une eau qui est en train de consommer. Sur le plan économique, ce n'est pas une eau qui est gratuite. Oui. D'où la logique de rationalisation et d'où la logique de l'économie qui doit être instaurée. L'économie de l'eau, un concept aujourd'hui à introduire dans notre politique. Vous le disiez donc à l'instant, c'est une solution pérenne, le dessalement d'eau de mer. On fait partie donc d'une région très sèche dans le monde, mais ce que nous avons vécu cet été, nous le vivons toujours encore, cette mauvaise distribution de l'eau. Il y a beaucoup de mécontentement au niveau de région. On parlait de cette inéquité au niveau régional. Comment l'expliquer aujourd'hui? On a mis pourtant une stratégie en place, mais l'eau n'arrive pas dans les robinets, dans certaines cités, certains quartiers, des dizaines de jours. Comment expliquer cela aujourd'hui? Est-ce que c'est une question de mauvaise gestion? Est-ce que comment l'expliquer? Vous dites qu'on a fait une stratégie. Pour répondre à la crise. Pour répondre à la crise. Si on est actuellement comme ça, c'est que la stratégie qui était n'était pas bonne. Cela veut dire, la stratégie qui était, prenons un exemple très simple. Prenons le problème d'information, de sensibilisation, de communication. Les citoyens algériens, la société civile, à aucun moment, ils ne sont sensibilisés, informés. Pour moi, il y a
20 chaînes de télévision, il faudrait qu'il y ait un spot publicitaire sur les 20 chaînes pour leur dire ce que c'est, ça, ce que c'est. Prenons un deuxième exemple. Je prends la facture. Quand le citoyen reçoit la facture, il voit la facture et paye. J'ai proposé, ça fait 1 an, en disant, mettez en vert ce que le citoyen paye et mettez en rouge le prix réel. Le citoyen, on ne lui dit rien. Le fait qu'il regarde, il paye 500 dinars, mais la vraie facture, c'est 4000 dinars. Il va comprendre, il va essayer d'économiser. Regardez l'étude qu'il y a au niveau des maisons. Cela veut dire l'information, la sensibilisation vers le citoyen, il n'y est pas. Il faudrait qu'on puisse y aller. Quand je dis l'information vers le citoyen, à travers la télévision, mais aussi à travers tous les journaux. Mais je dis et les collectivités locales aussi, qui doivent jouer aussi le rôle dans la sensibilisation. Il faudrait qu'au niveau de l'éducation nationale, les enfants à l'âge de 6 ans, quand ils ont un cours et on leur apprend dès l'âge comment faire. Au niveau du ministère de la formation professionnelle, on veut qu'on le fasse. Parce que l'eau, ce n'est pas l'affaire que d'un ministère. L'eau, c'est l'affaire de tous. Le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Intérieur, le ministère du Tourisme. L'eau est l'affaire de tous. Donc il faut qu'on puisse tous se mettre pour sensibiliser, pour informer les gens, pour économiser. Et du point de vue économie, nous ne sommes pas en train de le faire. Nous ne le faisons pas. Et il y a des techniques de le faire. Je prends les hôtels. Moi, je suis rentré dans plusieurs hôtels algériens. Je n'ai pas vu un seul panneau me disant d'économiser de l'eau. Je n'ai pas vu ça dans les hôtels. Ça ne va pas booster le tourisme en disant ça. Non, ça se fait dans d'autres pays. Et donc, il y a toute une série de mesures, de stratégies, que si vous voulez, je pourrais vous donner au moins une centaine d'idées de stratégies. Comment faire une vision à l'horizon 2030, en abordant pas uniquement, parce que si on dit les barrages, si on dit le dessalement, c'est pas ça. Il faut qu'on dise les barrages, les eaux souterraines, le traitement des usées, la sensibilisation, le dessalement. Une politique claire sur l'eau. Une politique claire. Et à ce titre-là, la politique claire, c'est quoi? C'est une loi sur l'eau. En 2019... Pour vous, elle est désuète, la loi de 2005. Non, une loi sur l'eau, quand je dis une loi est proposée par un ministère, le ministère concerné, mais avant de la proposer, il fait appel à un ensemble de ministères, de structures, de sociétés. Ensuite, il passe en conseil du gouvernement, il passe en conseil des ministres, il est transmis à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, c'est les élus du peuple qui votent cette loi et qui définissent les grands principes. Ça passe au Sénat et le président de la République, c'est cela. Cette loi, celle qui existait de 2005, est à changer. On va revenir sur cette loi de 2005 que vous demandez à ce qu'on la change, mais on va rester d'abord sur cette sensibilisation du citoyen aujourd'hui et de l'agriculteur. Puisque ce qu'on reproche aujourd'hui, c'est que tout le monde paye le même tarif de l'eau, et les industriels, et les agriculteurs, et le citoyen lambda. Il faut revoir cela. Exactement. Vous vous êtes alarmé tout à l'heure, il y a 5 minutes, du fait qu'il y a des citoyens, malheureusement, qui reçoivent l'eau une fois tous les 10 jours. Oui. Mais imaginez, et je reviens à ce que j'ai dit, l'eau distribuée, le quota, c'est-à-dire ce que reçoit le citoyen, est de l'ordre de 140 à 160 litres. C'est ce qu'on dit officiellement par jour normalement, lorsqu'il y a de l'eau. Alors que cette quantité-là ne représente que 2%. Imaginez ce qui se passe actuellement pour les agriculteurs qui attendaient à ce qu'on leur distribue l'eau des barrages. C'est la catastrophe. Oui. Les gens ne voient pas. Il y a beaucoup de pertes. Il y a eu des pertes. Il y aura beaucoup de pertes, des pertes qui auront des répercussions sur des années. Parce que les cultures pérennes, comme je viens de le dire, c'est pas comme les cultures annuelles, on peut les supprimer et les refaire l'année prochaine. Mais si un olivier, si des agrumes, si n'importe quelle culture pérenne reçoit un choc de manque d'eau, ben, l'initiation florale, la production des années prochaines se fait cette année. Donc ce choc-là, c'est comme une onde de choc qui va se répercuter sur 3-4 ans. Et actuellement, le problème en Algérie, il faut que tous les responsables le sachent. Le problème qui va se poser pour le futur, c'est pour l'agriculture, qui consomme, les pays qui ont beaucoup d'eau, consomment jusqu'à 85% des potentialités du pays. Là, on n'a pas beaucoup d'eau, on est à 70-75. Oui, on ne peut pas se permettre. Mais les pays qui ont de l'eau, je ne veux pas citer certains pays qui sont connus, ils ont beaucoup d'eau, ils arrivent à 85%. Donc le problème qui va se poser pour l'Algérie, c'est le manque d'eau dans le secteur de l'agriculture. Sinon, pour l'adduction d'eau potable et pour l'industrie,
on peut solutionner le problème, comme le collègue vient de le dire. Il y a l'éventualité de multiplier les stations de dessalement. Il y a aussi l'épuration. L'épuration qui est très utile. Il y a des pays qui utilisent 87%. Je ne cite pas quel est le pays, mais il utilise 87% de ces eaux de rejet. Nous utilisons 5%, madame. Officiellement, ça c'est officiellement. 5%. Pourquoi? Alors que milliard et demi. Alors que nous maîtrisons la technique, nous avons les moyens de le faire. Exactement. Alors, le milliard et demi qu'on peut récupérer, si on enlève 10-15%, ce qu'on appelle l'eau grise, pour que nos saletés, Hachakoum, vont à la mer, il faut qu'il y ait une certaine quantité qui coule. Ben, le reste à peu près 1 milliard et demi. On ne va pas utiliser le tout, mais disons si on pouvait utiliser 800 millions, parce que le potentiel de d'épuration est de 800 millions. Le 800 millions, c'est l'équivalent du dessalement actuellement. C'est un peu plus parce que ce qui est prévu c'était 800 millions. Mais on n'arrive pas à 800 millions actuellement. Ben là, dans quelques mois on arrivera. C'est beaucoup plus que le dessalement. Et la quantité cette quantité, si on peut arriver à l'utiliser, elle est très utile surtout pour l'agriculture et les secteurs qui ne sont pas dangereux. On peut irriguer jusqu'à 200 000 à 250 hectares, et ça, c'est pas peu, 200 000 hectares. La moyenne de l'Algérie, il faut 25 ans pour mettre en valeur et irriguer 250 000 hectares. C'est énorme, énorme, énorme. Pourquoi on ne va pas vers ces solutions qui paraissent toutes simples et toutes réalistes, je veux dire? Oui, parce que j'en suis sûr et certain que le choc qu'on vient sans parler des boues, que ces stations d'épuration qui peuvent servir comme engrais aux agriculteurs. C'est à ça que je vais arriver. Parce que chaque station, elle a tout est récupéré. Un stock très important de boue résiduaire. Surtout si elles ne sont pas polluées, soit par les microbes, soit par les métaux lourds. C'est très très utile comme fertilisation. Mais actuellement, il n'y a pratiquement pas d'utilisation du tout. Je dis un mot, pour ne pas monopoliser, pour même pour celle des barrages, non? Aujourd'hui, quand on parle du désenvasement des barrages, on dit que c'est très coûteux. Elle n'est pas trop fertile parce qu'elle reçoit, elle est trop volumineuse. Par contre, la station de traitement, d'épuration, elle reçoit pratiquement, chaque mètre cube, il y a pratiquement 2 kilos de dépôts qui se font. Et ces 2 kilos-là, s'ils ne sont pas dangereux, on peut les utiliser parce qu'il y a beaucoup d'éléments fertilisants qui sont à l'intérieur pour l'agriculture. Je dis un mot pour la désalinisation. Il y a aussi une alternative de déminéralisation. Parce qu'au sud, au lieu d'avoir 33 grammes comme ici, parce que là, on a 33 grammes par litre de la mer. Par contre, au sud, on a entre 3 et 6 grammes par litre. Donc, l'énergie utilisée et le potentiel d'utilisation est beaucoup moins difficile, moins lourd. Je crois que pour le futur... c'est l'énergie solaire. Exactement. Au sud, c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut utiliser comme... Parce qu'actuellement, il y a des stations de déminéralisation. Beaucoup, j'en connais des dizaines au sud. Demain, je vais voir une demain, à Biskra. C'est très utile aussi, au lieu de déminéraliser seulement l'eau de mer, qui est à 33 grammes par litre, en surface, en profondeur, c'est jusqu'à 35, 36. Et au sud, c'est seulement 3 à 4 ou 5, 6 grammes au maximum. Donc c'est beaucoup moins difficile d'enlever, de supprimer ou bien de corriger la salinité. Et pour l'agriculture, on peut même aller jusqu'à 2,5 grammes, 3 grammes, sans aucun problème. Donc finalement, aujourd'hui, aujourd'hui, il est nécessaire de mettre une stratégie claire. Hein. On l'a compris, les solutions sont là. Par contre, vous dites qu'aujourd'hui, il faut revoir la charte de l'eau et il faut revoir la loi sur l'eau de 2005. Qu'est-ce qui ne va pas? Regardez, le Conseil des ministres qui s'est passé le 25 juillet, sous la présidence de M. Tebboune, président de la République, avait défini 5 points essentiels. Parmi le premier point qui a été cité, c'est de faire une stratégie et une vision scientifique. Cette stratégie, cette vision scientifique n'y est pas, puisque les chercheurs, on n'assimile pas les centres de recherche. Les chercheurs, les centres de recherche, jusqu'à maintenant, n'ont pas été constitués sur cette stratégie-là. Il est vrai qu'il y a un Conseil national de l'eau qui est censé se dire cela. Mais ce Conseil national de l'eau, j'ai fait partie en 1980, il est réuni une fois tous les 5 ans et il n'a aucune efficacité actuellement. D'ailleurs, c'est pour ça que je propose que ce Conseil national de ressources en eau, ce Conseil national de l'eau, qui dépend du ministère des Ressources, ne doit pas dépendre des ressources en eau, mais doit dépendre de la présidence de la République. Vous savez qu'actuellement, l'enseignement supérieur, on a créé un Conseil national de la recherche qui dépend du président de la République, avec un staff léger d'une dizaine de personnes, mais c'est surtout 50 experts de différents horizons, experts S-qualité, pour faire la stratégie sur la recherche.
parle de sécurité de l'eau au même titre que la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire. Cette sécurité de l'eau et sécurité aussi alimentaire on doit créer ce conseil qui dépend de la présidence pour définir la stratégie, la vision et rendre compte au président de la République qu'il a défini. Cela, on ne l'a pas encore. Maintenant, même du point de vue formation et recherche, nous avons la formation, la recherche dans le domaine de l'hydraulique en général, qui est excellente par le médecin supérieur. Du point de vue formation, recherche dans le domaine du dessalement. Nous n'avons pas actuellement d'ingénieurs de dessalement qu'on puisse y aller vers ce problème-là. Et donc, il faut qu'on puisse... C'est ça, adapter la formation à la réalité du terrain. Donc, il faut qu'on puisse aller vers cette loi qui a été jugée par une université, mais il faut qu'on parle, quand on parle de charte de l'eau, on a commencé à parler de charte de l'eau cette année, c'est là où on met tous les partenaires en discussion, en échange, avec des assises sur l'eau et tous les secteurs confondus, et surtout la société civile, les entreprises, pour dire l'eau comme on le voit. Et avec les assises de l'eau, une charte, c'est le peuple algérien en entier qui cautionnera les idées. Et à ce moment, quand c'est cautionné, ça ira beaucoup mieux. Ouais. Et parmi l'importance de la formation. Parmi le Conseil des ministres du 25 juillet, il y avait aussi un autre élément à mettre en équation, c'est de dire il faut maintenant aussi une vision stratégie faite par le ministère des Ressources en eau, par le ministère de la Défense, par le ministère du Futur et le ministère de l'Énergie. Il faut que ces 4 ministères, plus l'intérieur clés, puissent aussi se réunir et définir ce qu'il y a comme stratégie. Cela veut dire quoi? Et les universités, on va voir pourquoi ils ne travaillent pas en collaboration avec les universités. Alors, la question, pourquoi ils ne travaillent pas, c'est le problème, c'est qu'entre le chercheur, le professeur ne va pas, il va vers l'industrie, il ne va pas, on lui donne pas, et l'inverse. Dans tous les secteurs. Et l'inverse, c'est vrai pour tous les secteurs. Mais là, je vais vous faire une proposition. Le secteur de l'eau, par exemple, il peut dire, moi, j'ai 100 problèmes. Voici les 100 problèmes que je fais. Je lance un appel d'offres aux universitaires. Les universitaires soumissionnent. Ils choisissent les meilleures équipes pour faire les résolutions de ces problèmes. Nous avons actuellement 50 laboratoires de recherche dans l'enseignement supérieur. Chaque laboratoire a ça fait 1000 chercheurs. Et on peut travailler. Et parmi les problèmes pour lesquels on peut travailler avec AEC, par exemple, vous savez qu'AEC, le dessalement, c'est quoi? Vous avez l'eau, vous prenez l'eau, vous enlevez le sel, vous envoyez l'eau pour boire, et le sel, vous le rejetez à la mer. On peut faire un appel d'offres et de le donner à 3 équipes, la saumure ou le sel qui est produit, que doit-on faire avec? On est en train de le rejeter à la mer. Mais si ce sel-là, il y a des recherches, on le fait. Il peut être utilisé peut-être comme médicament, il peut être utilisé peut-être comme pour d'autres activités. Mais il faut faire ces recherches et le faire. Et faire confiance aux universités, aux chercheurs. Malheureusement, ce projet-là... l'industrie de transformation qui manque, c'est fait toute une chaîne. Monsieur Taïbi, pourquoi justement, voilà, je vous laisse réagir sur ce qui vient d'être dit. En fait, j'aborderai le sujet d'un point de vue d'opération, de quelqu'un qui vient de l'opérationnel. Et je vous dis, écoutez, l'association des universités, je dirais que sur ce plan, il y a à faire. C'est pas qu'il n'y a pas à faire. Il est vrai que de mon expérience, on a fait appel à pas mal d'universités dans certaines situations qui étaient bien spécifiques parce que, si vous voulez, la technologie de dessalement d'eau de mer, après un certain nombre d'années, elle est arrivée au stade de maturation. Au jour d'aujourd'hui, l'innovation en termes de dessalement d'eau de mer, elle n'est pas en train de toucher beaucoup, si vous voulez, beaucoup d'aspects à l'intérieur d'une station de dessalement d'eau de mer. Il y a quelques technologies de pointe qui sont là, qui sont en train d'être améliorées, d'être perfectionnées, mais en fait le process en lui-même, il est là, il est connu, et on a fait appel à pas mal d'universités dans certaines situations spécifiques où on a pu solutionner des situations vraiment difficiles avec des partenaires étrangers qu'on ne pouvait pas solutionner avec des spécialistes étrangers qu'on a pu solutionner moyennant de la compétence locale. Je serai de nos usines à l'ouest, celle de Mekta, où on a fait appel à l'université d'Oran et on a pu concrétiser pas mal de solutions. Aussi, sur le plan, si vous voulez, formation universitaire, il est vrai que la formation en dessalement d'eau de mer, elle commence à exister timidement, ça fait quelques années, mais la réalité veut que le dessalement d'eau de mer, en fait, c'est l'appellation qu'on donne sur un process en sa globalité. Mais en réalité, à l'intérieur, c'est on décortique, il y a un ensemble de spécialités.
C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit, écoutez, on a réalisé 11 stations. Ce n'est pas normal qu'au jour d'aujourd'hui, on ne sera pas, ou là, on ne serait pas capable de réaliser nous-mêmes notre station. Il est vrai qu'on est en train d'essayer d'œuvrer dans un sens où on fera appel non seulement à des technologies de pointe, mais aussi... Justement, il y a des nouvelles technologies, il y a aussi les pannes récurrentes aujourd'hui. On le sait qu'il y a les stations de dessalement de mer souffrent de pannes récurrentes. Bien sûr, madame. Et je vous dis, écoutez, une station de dessalement d'eau de mer, c'est une installation industrielle avant toute autre chose. C'est une installation industrielle qui demande un temps de maintenance, un temps d'arrêt annuel. Mais aujourd'hui, avec la situation, on les fait travailler, si vous voulez, en H24 et on les fait... Et pas à 100% de leur capacité. Hein. Il y a certaines stations qui ne sont pas à 100% de leur capacité, certaines qui sont à l'arrêt. Il y a beaucoup encore de dysfonctionnements. Pour ne pas être dans l'appellation certaine, je dirais qu'il y a une station qui est à l'arrêt. Il y a une seule station qui est à l'arrêt, une autre qui fonctionne à 50%, celle de Tlemcen, voilà. Et une autre station, si vous voulez, qui est en train de présenter des perturbations, mais qu'on est en train d'agir dessus. Et comme vous le savez, c'est des technologies qui sont plus ou moins différentes par rapport aux autres stations. C'est pour ça. C'est quoi le problème au niveau de Tlemcen? Pourquoi est-ce qu'elle est à l'arrêt? Au niveau de Tlemcen, c'est une installation, si vous voulez, qui avait un certain nombre de défaillances techniques, qui a failli. On pense à carrément créer une autre station en attendant de la réhabiliter. Madame, je dirais que créer une autre station, je laisserai la décision à qui de droit, mais la réhabilitation de sa station va avoir lieu, si vous voulez. On est en train de dans ce sens. Et une installation industrielle, ce n'est pas une installation qui est là comme étant une usine en elle-même. C'est une usine qui fait partie de tout un montage, si vous voulez, et contractuel. Est-ce qu'on a des prévisions sur son relancement? Il y a une situation d'urgence aujourd'hui. Hein. Le citoyen aujourd'hui, c'est très technique ce qu'on vient d'expliquer, veut savoir quand est-ce qu'il aura de l'eau dans le robinet. Il faut la station réhabilitée. Oui. Est-ce qu'on est en train de la réhabiliter? Oui. Pas encore, madame. Non, il y a aussi un problème, ce que j'appellerais, les premières stations de dessalement. On les avait en système BOD. C'était les premières salles d'Alger, ensuite les autres en système BOD, et dans lequel on ne le maîtrisait pas très bien. Mais maintenant, les futures stations, il me semble, c'est Taïbi, que c'est plus en système BOD, mais c'est un autre système de financement, c'est un autre système de gestion, et de telle façon que les entreprises algériennes sont associées de plus en plus avec des conseils d'administration plus efficaces, et donc, à travers les 11 stations qui ont été faites, à travers celle de Tlemcen et de Pannes, je pense que dans le futur, il y aura un système de gestion de ces stations d'épuration avec les Algériens, avec un autre système, c'est plus le BOD, avec un autre système, et nous allons les gérer nous-mêmes. D'ailleurs, celle de Corso a été donnée à une entreprise algérienne, GCB, qui est en train de travailler, qui a fait les appels d'offres, qui a fait le terrassement, les études, et qui est en train bien avancer. Si vous le permettez, maintenant on va essayer de commencer à arriver à la conclusion. Le problème de l'eau, c'est un tout. C'est pas seulement la désalinisation, c'est pas seulement la récupération. C'est un tout. Il faut que notre politique future de gestion des ressources hydriques prenne en considération toutes les ressources. Et on a 4 ou 5 ressources. À commencer par l'eau, si vous voulez, conventionnelle. On a 11,5 milliards de mètres cubes par an. Mais il y a 1,5 milliard qu'on peut récupérer, bien sûr, au moins 800 ou 900 millions. Il y a aussi la collecte des eaux pluviales qui est très importante. Il y a des pays qui collectent pratiquement 35 à 40% de leurs besoins. Nous, on ne fait aucune collecte. En ville, notamment, dans le nord. Certains parlent même dans les villes d'essayer de collecter l'eau de pluie. En ville, il y a des pays, je ne veux pas les citer, que je peux vous donner en aparté. Je peux vous donner en aparté. Il y a des pays, lorsqu'ils demandent à construire une villa, une bâtisse, s'il n'a pas une bâche à eau, on ne lui donne pas l'autorisation. Pourquoi? Parce que je vous donne un exemple. À Alger, une villa qui a 100 mètres carrés seulement, eh bien, chaque mètre carré reçoit 650 litres. Donc, multiplié par 100, ça fait 100 mètres cubes. 100 mètres cubes, ça va suffire pratiquement à tout ce qui n'est pas eau potable. Mais nous, on ne fait rien pour ça. Et ça se fait aussi au niveau des parcelles. Une parcelle d'1 hectare, s'il y a 1 millimètre qui tombe, c'est 10 mètres cubes, c'est 10 000 litres. C'est ça qu'il faut prendre en considération dans le futur. Donc il faut tout intégrer, pas seulement au cas par cas. C'est pas seulement la désalinisation, c'est pas seulement la déminéralisation, c'est un tout. Donc toutes les ressources. C'est toute une culture, hein, en fait. Exactement. Je dirais quelque chose je vais vous dire quelque chose de nouveau qui choque beaucoup de gens parce qu'ils ne le connaissent pas malheureusement. Il y a aussi, il faut intégrer l'aspect au virtuel.
Si vous n'avez pas entendu parler, vous commencez à l'entendre. Eh bien, l'Algérie, madame, ça va vous choquer, mais cherchez dans Internet, vous le trouverez. L'Algérie importe plus de la moitié de l'eau qu'elle consomme de l'étranger, sous forme de produits agricoles, que les gens ne connaissent pas. L'Algérie importe aux environs de 60 à 70 millions de quintaux. Je dirais 6 tonnes, 6 millions de tonnes. Chaque tonne nous ramène l'équivalent de 3000 tonnes d'eau. Il faut que vous cherchiez un petit peu, prochez, vous trouverez. L'Algérie, s'il n'y avait pas de pétrole pour qu'on puisse récupérer ce problème de manque de nourriture, eh ben, on mourra de faim. On manque d'investissement dans le secteur. Ce qu'on appelle l'eau virtuelle. L'eau virtuelle, c'est quoi? Parce que le blé que j'achète de l'étranger, il a consommé de l'eau. Mais moi, comme je n'ai pas d'eau, je ne pourrais pas irriguer pour suffire. Justement, monsieur le professeur Mourad, dans ce sens-là. Oui. Actuellement, quand on prend aussi l'agriculture, il y a des cultures qui ne consomment pas d'eau. Exactement. Je vais arriver. Par contre, aux cultures qui consomment de l'eau. Or, ces cultures-là, nous sommes en train de les importer à des prix chers. Alors que il y a des régions Mais c'est là qu'il faut aussi intégrer les centres de recherche. Et donc, ces systèmes de rotation, d'assolement, il faut qu'on puisse le faire avec le ministère de l'Agriculture pour qu'ils consomment moins d'eau. Sauf le problème, c'est que les gens, si vous le permettez. Oui, allez-y. Je voulais parler, je vais vous interrompre juste en parlant des cultures qui ne consomment pas d'eau. Nous voulons aller aussi vers des cultures qui consomment énormément d'eau. Oui, comment allons-nous y faire face? Exactement. La pastèque, comme le maïs, le blé, les oléagineux. La pastèque n'a aucune stratégie, par exemple. Et elle consomme 4 fois plus que le blé ou la pomme de terre. Donc il faut donner de l'importance aux cultures qui sont stratégiques, même s'il faut à un prix moins important, alors que celui qui fait de la fraise et celui qui fait de la pastèque et du melon, il faut qu'il paye un peu plus cher, parce qu'il gagne beaucoup plus. Et je dirais un mot, l'agriculture, c'est pas l'agriculture d'il y a 1000 ans, 100 ans. L'agriculture, elle devient scientifique maintenant. Absolument. Maintenant, tout est smart. Et nous, on est en retard dans le smart. On peut gérer nos On parle aujourd'hui d'hydro-hub, vous parlez de Singapour, qui ont créé des hydro-hubs. On parle d'hydropuissance au niveau des pays maintenant, c'est un enjeu mondial. Il faut inclure la recherche et les nouvelles technologies. Je pose une question, parce que mes collègues le savent très bien, même vous devez le savoir. Si je pose une question maintenant, une question très simple, à tous les utilisateurs de l'eau, combien vous utilisez pour telle culture, par exemple pour la pomme de terre, il n'y a pas 1% qui va me répondre. Alors qu'il y a les pays développés, ils vous la donnent au millimètre près, en lame d'eau. Ils vous la donnent. Non, parce il faut aussi former les agriculteurs à cela. Et comme vous le disiez, toujours le coût de revient, il faut qu'il soit réel pour qu'on sache réellement sa valeur. Oui, parce que le mètre cube d'eau, madame, et ça coûte 2 dinars pour l'irrigation. Incroyable. C'est même pas. Donc, du coup, on ne fait pas attention à l'utilisation de l'eau. C'est pas normal. Alors que le mètre cube d'eau, il peut me produire 4 ou 5 kilos de pommes de terre, 6 kilos de tomates, 40 kilos de pastèques, et ainsi de suite. Pourquoi payer 2 dinars? Je ne suis pas contre l'agriculteur. Parce que s'il n'y a pas d'eau, le premier qui trinque, c'est l'agriculteur. Non, mais l'agriculteur, il faut l'aider d'abord par la formation. Il faut l'aider par les techniques d'irrigation, par le goutte à goutte. Et il faut aussi que les banques, l'État, l'aident à ces techniques d'irrigation. Et l'accompagner. Et pour certains produits, l'agriculteur, il faut même peut-être lui donner gratuitement. Et si l'agriculture est sensibilisée et formée, on consommera moins d'eau. Chose qui actuellement ne se fait pas avec les agriculteurs. On revient toujours à cette sensibilisation. On a pensé même à créer la police de l'eau. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on pourra surveiller, on pense à la relancer aujourd'hui, à créer la police de l'eau? Dans la loi de l'eau, dans les textes relatifs à la gestion de l'eau, il y a la police de l'eau. Mais est-ce qu'on pourra réellement surveiller chaque citoyen sur sa consommation? Malheureusement, c'est une fonction qui est ingrate. Je préfère ne pas m'étaler sur le terrain. Je préfère ne pas m'étaler sur ce. Elle est ingrate. Cette fonction, c'est la plus mauvaise des fonctions que je connais sur la loi de 2005 a prévu la police des eaux. Moi, je ne l'appellerai pas police, je l'appellerai la société de contrôle des eaux. Ce n'est pas la police, c'est le terme. Maintenant, cette entreprise de contrôle de l'eau, elle ne contrôle pas le citoyen. Elle va contrôler d'abord les entreprises qui laissent l'eau fuir, gaspillage. Ils ne font pas leur travail. Elle va contrôler peut-être les systèmes de lavage où on lave et on laisse constamment. Donc elle a toute une série de contrôles sur l'eau. Comme vous le dites, elle existe sur le texte, mais elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée. Il faut maintenant, dans la future loi qui devrait être proposée en 2022 et faite en 2022, faire ce système de contrôle de l'eau pour tous, que ce soit pour les entreprises, pour les citoyens, pour les commerçants, pour tout le monde. Et à ce moment, toute institution ou toute personne physique ou morale, si
elle n'obéit pas, elle est effectivement sanctionnée. Quand je dis sanctionnée, c'est par des pénalités, c'est par de l'argent. Elle a consommé de l'eau de façon inutile, elle a gaspillé, il faut qu'elle paye ce gaspillage-là. Oui. Et ça, il y a moyen de le faire et de le trouver. Oui, M. Taïbi. Madame, je dirais que pour la problématique de l'eau, d'un point de vue, de mon point de vue, je dirais que le problème, il dépasse un problème de, si vous voulez, de faire face à une crise. C'est un problème qu'on doit remonter jusqu'à sa naissance. Maintenant, pourquoi on a ce problème? Je pense que la question est à poser aux gens qui sont spécialisés dans la climatologie. C'est des gens qui pourront répondre. Pourquoi on a ce problème? Est-ce que c'est un problème de changement de climat. On a toujours eu l'habitude de vivre avec 4 saisons. Est-ce que c'est un problème le changement climatique, ça ne date pas d'aujourd'hui, Monsieur Taïbi. Oui, mais... On aurait pu prévoir tout cela. Très bien qu'il y a les changements climatiques qui vont impacter la pluviométrie, surtout dans les régions au jour d'aujourd'hui. Sud de la Méditerranée. Cet impact, est-ce que l'impact il est à sa place? Est-ce qu'il est à sa juste valeur? Est-ce que derrière cet impact, c'est pas un problème d'arbres? Est-ce qu'on a assez d'arbres? On parlait de ça pour les barrages, oui. Par exemple, c'est ça? Non, pas pour les barrages, pour la pluviométrie. Parce qu'on sait tous qu'il y a un processus. Moi, je ne suis pas spécialiste en ça, mais je vous dis qu'il y a un processus entre l'arbre et la pluie. D'accord? Il y a un système de captation entre l'arbre et la pluie. Est-ce que le problème, il est vrai qu'on a un problème de stress hydrique qu'on est en train de gérer. On a parlé de l'usine de Sourtlata, c'est un problème qu'on vit. On a parlé de Mkta, je vous ai dit qu'on est en train de tout faire. On a parlé des nouvelles usines, de la gestion, qu'on est passé d'un schéma de montage contractuel, le DBO, vers un nouveau schéma de montage contractuel. On est en train de réaliser, on est sur fonds propres et avec des efforts locaux. Mais on arrive aussi à créer réaliser des petites stations de dessalement de mer de 50 à 100 000 m3. De 5 000 à 10 000 m3 sur effort local. Et on les a construits. On a vu la mise en service de celle de Bnian, bientôt celle de Bousmaïl. C'est des stations, de petites stations qui ont été réalisées. Est-ce qu'on peut résoudre la crise du Nord, Je parle du Nord parce que c'est là où se concentre le plus grand nombre de la population. Après, pour le Sud, c'est l'agriculture. Mais est-ce qu'on peut résoudre la question du Nord avec le dessalement d'eau de mer? Je reviens pour la troisième fois, une chose importante. Si c'était seulement eau potable à boire, c'est très simple. Il suffit de quelques stations, ça va suffire. Le problème, c'est les autres secteurs qui consomment beaucoup d'eau. L'agriculture, on l'a dit, 60 à 70%, voire... Non, je vous assure que c'est 85%. 85%. Ben, c'est ça qui va... On ne va pas arriver à faire l'irrigation par l'eau dessalée. Ah non, non, jamais. Ça, c'est trop cher. Ça, c'est une aberration. Les Espagnols le font. Ça ne pénétrera pas aussi loin. Attends. Le jour où on va maîtriser nos techniques, si je prends une culture qui me rentabilise à 120 dinars le mètre cube, j'irrigue, il n'y a pas de problème. La rose, au mois de décembre, elle vous apporte 4 fois plus que ce qu'elle consomme comme eau, la rose. Je dis la rose, les fleurs, par exemple. Il y a des produits qui sont très rentables. Mais je ne vais pas irriguer le blé avec l'eau désalinisée, parce que ça n'apporte pas. Comme je vous ai dit, le kilo de blé consomme 3000 kilos d'eau. Ce n'est pas économiquement rentable. C'est pour ça que chez nous, on ne produit pas beaucoup de blé. Ndjibou, 70% de ce que nous consommons comme céréales. Parce que ce n'est pas rentabilisable. L'agriculteur qui a de l'eau, il ne l'utilisera jamais pour irriguer le blé. La preuve, sur les 3 200 000 hectares de l'Algérie des céréales, il n'y a que 2% qui sont irrigués. Le reste n'est pas irrigué. Pourquoi? Parce que ça ne rentabilise pas. L'agriculteur, il sait ce qu'il fait. Et bien, il fait des choses qui sont rentables. Donc la désalinisation pour les cultures qui ne sont pas rentables, ce n'est pas la peine d'y penser parce que c'est aberrant. On ne parle pas aussi du gaspillage, des fuites. Aujourd'hui, ça représente combien? Le chiffre donné à travers différentes sources est de 50%. C'est énorme. On dit que c'est énorme. C'est énorme. On descend, le chiffre officiel, 45% on dit. Dont 20% qui proviennent des fuites. En réalité, au niveau mondial, les fuites, c'est entre 10 et 20%. Quand c'est de nouvelles conduites, c'est 10%. Mais disons, en moyenne, c'est 15%. De 15% à 50% ou de 15% à 45%, nous avons 30% qui sont perdus. Ces 30%, il y a moyen de récupérer des données. Et c'est énorme, 30%. Ces 30% ne sont pas actuellement récupérés. Il y a différentes... Donc il y a beaucoup de déperditions. Il y a un aspect insidieux dans cette affaire de l'eau. Celui qui a vécu le problème de l'eau, il ne l'oubliera jamais. Mais l'humain, c'est lui-même qui est en train de se mettre dans
l'embarras à cause du manque d'eau. Je vous donne un exemple. Combien de citoyens, je ne jette pas la pierre à qui que ce soit, qui, lorsqu'ils se lavent les mains, ou là ils se lavent le visage, ou là les ablutions pour faire la prière. Moi, lorsque j'étais jeune, jusqu'à maintenant, on m'a toujours dit que pour faire la prière, c'est 1 litre. Actuellement, c'est 20 litres. Moi, je l'ai mesuré. Il faut prendre l'habitude de prendre peut-être, de remplir un récipient et exactement, pour savoir combien oui, réellement oui, parce qu'on ne respecte pas la valeur de l'eau. Alors qu'en Algérie, il n'y a pas de problème en dehors de l'eau. Je l'ai toujours dit et je le dirai. On n'a pas de grand problème en dehors du manque d'eau. C'est-à-dire que nous pouvons dire que grâce au dessalement d'eau de mer, aux eaux souterraines, on en parle ou on n'en parle pas, il faut les préserver parce qu'elles ne sont pas renouvelables. Le sud ou le nord? Le Sud, il n'y a aucun problème. Il y a 50 000 milliards. Il n'y a pas de problème. Mais leur qualité n'est pas très bonne. Je dirais un mot pour que les gens le sachent. Le problème du Sud, il y a 50 000 milliards. On peut les utiliser pendant 1000 ans, mais avec le PNE prévoit 5 milliards. 5 000 ans. 5 milliards de mètres cubes l'an. Mais ce n'est pas pour demain que ça va s'arrêter. Mais le problème, c'est qu'on a 4 grands problèmes. Le premier, c'est qu'elles sont relativement salées. Donc, il faut les corriger. Ça demande la technique et des coûts d'investissement. Oui, elles sont profondes. Certains forages arrivent à 50 milliards de centimes pour les forêts. Deuxièmement, elles sont chaudes. Dans certains cas, il faut les refroidir. Quatrième problème, c'est qu'elles ne sont pas renouvelables. Donc, si on connaît ça, on peut utiliser les ressources. On peut même faire de grands transferts du sud vers le nord. C'est un peu cher, mais au lieu de désaliniser, il faut faire une étude comparative. Est-ce que c'est mieux de mobiliser l'eau, ce qu'on appelle la collecte des eaux pluviales, ou bien transférer l'eau du sud, ou bien désaliniser? Donc, il faut trouver le meilleur cas. Il faut planifier tout cela. Hein. Il faut aussi travailler avec les chercheurs. Aujourd'hui, est-ce que le coût du dessalement d'eau de mer revient aussi cher que ça? Parce que c'est finalement la moins coûteuse, puisqu'on parle des envasements des barrages qui enregistrent quand même une perte très importante. Hein. J'avais le chiffre sous les yeux. Combien on perd aujourd'hui avec l'envasement des barrages? À peu près 40 millions. Voilà, 30 à 40 millions de mètres cubes par an. Est-ce que finalement, ça revient moins cher d'investir dans le dessalement d'eau de mer que de... Vous savez que pour ce qui est ces prix-là, les prix pour le dessalement, on connaît exactement le prix. Sortie usine, c'est à peu près 120 dinars. Il faut ajouter 30 à 40% pour l'entreprise qui distribue l'eau. Le service. C'est le service, c'est normal. Et c'est à peu près 160 à 80 dinars. Ça, on le sait. Par contre, l'eau qui vient des barrages, et quel est le prix exact? Il n'a jamais été calculé parce qu'il faut compter le barrage, il faut compter la station de traitement des eaux potables, il faut compter le conduit. Ça, on ne le sait pas. On ne le connaît pas. Mais certaines eaux transférées reviennent beaucoup plus cher que le dessalement. Je vous donne un exemple. Les prix que j'ai entendus entre le transfert des eaux de Ain Salah à Tamanrasset, le prix de cette eau-là revenait à peu près à 300 dinars. Par rapport aux 160, c'est pas beau, c'est mais il y a cher. 700 km. Oui, 700 km. Donc cette eau-là revient beaucoup plus cher. Certaines eaux transférées... Il nous reste une minute pour conclure, donc très rapidement. Transférées. Donc il faudrait là aussi faire des études économiques sur le prix réel de l'eau et aborder ce problème de tarification avec toute aisance. On peut l'aborder, ce problème de tarification. Et j'ai fait une étude sur la tarification. Ça peut responsabiliser les acteurs. J'ai fait une étude sur la tarification et croyez-moi que cette étude, si on appliquait ce texte-là... On paierait combien l'eau? L'eau. Combien on la paierait au prix réel? Le citoyen smigard ne payerait rien. Ce sera gratuitement pour lui. Le citoyen qui a des revenus énormes. Orienter les subventions. Et avec l'eau, on peut orienter les subventions. On ne peut pas l'orienter par le pain ou le sucre parce qu'on va chez le bon. Mais là, chaque individu a son propre compteur. On peut le regarder et l'orienter en fonction de ce compteur revenu. Et à ce moment-là, je vous assure que les entreprises de distribution de l'eau gagneraient de l'argent, les simples citoyens gagneraient de l'argent, mais ceux qui ont beaucoup de moyens paieraient un peu plus. Absolument. Hein. Madame, si on voit si on analyse votre question d'un point de vue de sécurité hydrique, je dirais que le dessalement d'eau de mer reste la solution pérenne. Il sécurise le nord, comme je l'ai posé tout à l'heure. Est-ce qu'il peut sécuriser à lui seul le nord, le dessalement d'eau de mer? Bien sûr. Le nord, c'est une histoire de... Madame, si on veut sécuriser, c'est une histoire de multiplication de stations de dessalement d'eau de mer. Et de moyens, et de moyens financiers. Oui, c'est une histoire. Derrière, il y a une économie.
Non, C'est ça, pour sécuriser. Si on a les moyens financiers, on fait des stations de dessalement, on peut sécuriser le nord jusqu'à Boussaïda, jusqu'à 200 km d'Alger. Vous l'avez dit, si nous avons les moyens, nous sommes en crise financière, donc ça ne va pas être très facile à réaliser. Disons, on arrive à la fin, pour conclure, c'est que le problème de l'eau est une affaire de tout le monde. Ce n'est pas seulement l'hydraulique ou l'agriculture, c'est tout le monde. Tout le monde doit prendre conscience. À commencer par la ménagère lorsqu'elle ouvre le robinet pour laver la vaisselle. C'est très important que tout le monde mette la main à la pâte. Et deuxièmement, il faut commencer à penser comment gérer ce problème de manque d'eau. Parce qu'on aura toujours sur le dos. Ce n'est pas pour demain qu'on aura assez d'eau, suffisamment d'eau. Il faut qu'on se spécialise dans la gestion des pénuries d'eau. Parce que sinon, on va disparaître. Il y a des pays qui sont en danger, qui risquent de disparaître à cause du manque d'eau. Le Yémen, par exemple. C'est exactement ça. Je ne voulais pas le citer. Avec la guerre qu'ils vivent. S'il continue comme ça, dans 30 ans, il risque de disparaître parce qu'il n'a pas de réserve. Et deuxième chose, et je termine avec ça, c'est que l'agriculture n'est pas l'agriculture d'il y a 100 ans. Il faut qu'on la gère d'une manière scientifique et considérer qu'elle est une science et non pas la dernière roue de la charrette. Je ne sais pas si on peut gratter encore 1 minute pour ma dernière question. On va me le confirmer parce qu'on doit certainement rendre l'antenne. Dans un avenir très... Oui, on me dit que oui. Non, je voudrais juste vous poser une question très précise parce que c'est ce qui intéresse au final le citoyen. Dans l'avenir proche, l'année qui suit, comment on va la passer ? Est-ce que les problèmes qu'on a connus cet été... Je voudrais dire un mot ça. Oui. Je l'ai dit tout à l'heure, mais vous ne m'avez pas compris. Il faut qu'on commence en hiver, la gestion de la pénurie. Non, ça, on le sait, la stratégie, elle est très claire, vous en avez parlé. Mais pour cette année, comment est-ce qu'on va la passer? Cette année, c'est fini, c'est trop tard, la cartouche est sortie. Donc il y aura toujours cette difficulté et ce manque d'eau. Il faut commencer à réguler dès l'hiver. Non, je voudrais, pour terminer, ma devise, mes slogans, c'était toujours de dire l'eau, c'est l'affaire de tous, première. Et en deuxième, l'eau pour tous, en qualité et en quantité. Mais pour cela, il faut une vraie politique, une vraie stratégie, une vraie vision à l'horizon 2050, en associant l'ensemble. Tous les secteurs, toute la société civile, tous les spécialistes. Et il faut une tarification qui respecte l'eau. Et madame, pour répondre à votre question, on œuvre jour et nuit pour que l'année prochaine, on n'aura plus de cette situation, si vous voulez, de stress. C'est ce qu'on souhaite, parce qu'aujourd'hui, la crise de l'eau se fait ressentir réellement, surtout cette année. Sur plusieurs cités, quartiers, aux villes, dans le nord du pays, des dizaines de jours sans eau, c'est vraiment invivable. Merci à vous tous d'avoir participé à ce débat, messieurs. Je vous remercie et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Je rappelle que nous avons invité le ministère des Ressources en eau, mais malheureusement n'a pas répondu à notre invitation, ce que nous regrettons. Merci donc à vous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.